le journal. C'est un plaisir de vous retrouver au cours de cette session d'information sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le facilitateur Uhuru Kenyatta est annoncé à Kinshasa ce vendredi 10 mars pour les consultations au sujet du processus de retrait du M23 dans les territoires occupés. Une forte délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en séjour dans notre pays pour en finir avec la question de groupes armés qui sèment la terreur et sont à l'origine de l'insécurité et le drame humanitaire à l'est de la RDC. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa a pris acte de la marche prévue par un collectif de leaders de l'opposition le samedi 11 mars prochain dans la capitale. L'itinéraire à suivre par les militants de Fayulu, Katumbi et Matata Pogno prévoit de partir du rond-point Ngaba au stade Tata Raphaël tel que recommandé par Jean-Tini Ngobila. Bonsoir, j'ai annoncé dans le titre Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur de la crise qui sévit dans l'est du pays, en visite depuis ce vendredi 10 mars à Kinshasa. D'après la présidence congolaise qui a annoncé la nouvelle, Kenyatta va séjourner à Kinshasa pendant 48 heures et sera reçu par Félix Tshisekedi. Suivez les images et commentaires de la rédaction. Uhuru Kenyatta arrive à Kinshasa au moment où la situation sécuritaire et humanitaire va de mal en pis autour de Goma à cause des attaques meurtrières en Syrie perpétrées par les troupes rwandaises avec leur affidé du groupe terroriste du M23 qui continue de violer toutes les résolutions et recommandations édictées pour amener la paix dans la région des Grands Lacs. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC ne cesse de se détériorer à la suite de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers, avec la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda, provoquant des milliers de déplacés et des sans-abri dans 3 territoires, dont Rutshuru, Masisi et Nyiragongo de la province du Nord Kivu. La situation s'est davantage empirée. Du cessez-le-feu qui devait avoir lieu depuis le mardi dernier dans toute la région orientale de la RDC, selon le dernier calendrier de cessation des hostilités annoncé le 3 mars à Luanda par la présidence angolaise, désignée médiatrice par l'Union africaine dans cette crise. On déplore encore le mépris de la rébellion du M23 qui a de nouveau avancé sur le terrain. Aussi, après une accalmie sur les lignes des fronts le jeudi, des affrontements ont repris dans plusieurs localités ce vendredi matin près de la cité de Sake en territoire de Masisi. Ainsi donc, l'arrivée de Uhuru Kenyatta, le facilitateur, devrait renforcer toutes les discussions pour la pacification et la normalisation de la souveraineté congolaise. Et puis, une délégation du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies est en visite en République démocratique du Congo du 9 au 12 mars 2023. Question d'évaluer la situation sécuritaire ainsi que la mise en œuvre du mandat de la mission pour la stabilisation RDC. Cette visite intervient alors qu'un cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes a échoué. Commentaire de Martin Kaimbi. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne depuis le 9 mars dernier à Kinshasa. Une visite de travail qui va jusqu'au 12 mars prochain. C'est la première fois depuis 2018 que le Conseil de sécurité effectue une mission de cette envergure en République démocratique du Congo. L'objet principal de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire dans le pays et la mise en œuvre du mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO. Pendant 4 jours, soit du 9 au 12 mars à Kinshasa, les membres du Conseil de sécurité rencontreront le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et d'autres acteurs politiques majeurs du pays. La délégation prévoit également une visite à Goma pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu, mais aussi le contexte opérationnel dans lequel évolue la MONUSCO. Cette visite intervient 2 jours après l'échec d'un nouveau cessez-le-feu entre le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Nicolas de Rivière, représentant permanent de la République française au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est aussi le chef de la délégation RDC. Il a confirmé que le souhait est de voir le combat se terminer et que le groupe armé dépose les armes, mais aussi que le groupe armé soutenu par les étrangers, les éléments étrangers se retirent tous.
Le diplomate français Nicolas de Rivière a promis de réponses plus concrètes à la fin de leur mission, mais n'a pas écarté l'option des sanctions. Car, a-t-il ajouté, toutes les questions sont à l'ordre du jour et il y a des mesures qui existent déjà. Et on va regarder ce qui en est. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, Anne-Claire Legendre, a pour sa part affirmé que la France tient au respect des engagements par les M23 et appelle tous ceux qui ont pu apporter leur soutien extérieur à ces groupes armés, notamment le Rwanda, à tout faire pour que les cessez-le-feu soient aujourd'hui respectés. En politique, dans une déclaration lue par sa présidente, le Présidium du regroupement politique pour la réforme de la République, ADR en sigle, s'est dit suivre avec une grande attention la situation sociopolitique de l'heure en ce qui concerne le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. L'ADR note que le processus avance péniblement et invite la Commission électorale nationale indépendante à redoubler d'efforts tout en assumant la transparence requise aux opérations en cours. Suivez. Alliance pour la réforme de la République suit avec une grande attention l'évolution de la situation de notre pays. Cette situation est particulièrement marquée par ce qui suit. 1. Le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. 2. La visite du président de la République française dans notre pays. 3. La persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, l'ADR note que le processus avance péniblement, particulièrement dans les zones troublées par les ennemis de la patrie. Aussi, l'ADR invite avec insistance la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à redoubler d'efforts tout en assurant la transparence requise aux opérations en cours afin de rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral. Quant à la visite du président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, l'ADR n'a pas perçu le changement par rapport aux attentes des Congolais relatives à l'agression de notre pays par le Rwanda. Le président français est resté évasif et dans le statu quo. Par ailleurs, l'ADR se félicite que le président de la République, chef de l'État, soit demeuré ferme sur cette question de l'attitude de la France face à l'agression sanguinaire du Rwanda. Quant à l'insécurité persistante à l'est de notre pays, l'ADR pense que le moment est arrivé pour le gouvernement de prendre ses responsabilités en vue de recouvrer l'intégrité territoriale de notre très beau pays et mettre les populations à l'abri des souffrances indicibles dont elles sont victimes. Enfin, en ce mois de mars, l'ADR salue l'accompagnement du président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le combat que mène la femme congolaise pour faire... Parlons sécurité dans la partie est de l'RDC. C'est une violation de plus et même de trop pour les terroristes du M23. Une heure après avoir déclaré le cessez-le-feu tel que recommandé par les consultations avec le président angolais João Lourenço, ces mouvements rebelles ont encore brillé par son qualificatif de violeur en attaquant l'opposition de FARDC. Dans un communiqué publié le 8 mars 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une violation du droit international humanitaire par le Rwanda sous couvert du M23. Suivez le porte-parole du gouvernorat du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent de nouveau l'opinion tant nationale qu'internationale sur une énième violation, non seulement du cessez-le-feu, mais aussi du droit international humanitaire par l'armée rwandaise sous couvert du M23, intervenue ce lundi 6 mars 2023, ayant causé des morts dans la population civile,
et plusieurs dégâts collatéraux dans la cité de Mubambiro à Sake. Par ailleurs, en violation du cessez-le-feu prévu ce mardi 7 mars 2023 par le chef d'État à Luanda, le M23-RDF ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Karouba, sur l'axe Kibirizi-Rwindi ainsi que sur l'axe Mabenga-Rwindi, et les combats sont en cours. Toutefois, en vue de protéger l'intégrité nationale et de mettre notre population à l'abri des actes terroristes du M23-RDF, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre à toutes ces attaques à répétition, d'où qu'elles viennent et quoi. Ce journal se poursuit, madame, monsieur, rentrée judiciaire effective à la Cour des comptes. Le jeudi 9 mars, le président de la République, Félix Tshisekedi, a assisté à cette cérémonie officielle qui scelle le retour en force de l'institution qui s'est engagée, selon son président Jimmy Munganga, de traquer les prédateurs des finances publiques qui se retrouvent plus parmi les ministres et mandataires publics. Reportage, Guy Ilunga Kabamba. Le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a annoncé le jeudi 9 mars, lors de la rentrée judiciaire, en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, des ministres membres du gouvernement, des députés et des sénateurs et de tous les chefs des corps constitués du pays, la mise en œuvre de la traque des prédateurs des finances publiques. Il promet aussi de lutter contre la corruption dont les auteurs se recrutent parmi les ministres, les mandataires publics et s'illustrent parfois dans la passation des marchés publics sans respect des règles. Il s'expose aux sanctions au moment venu. L'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes au Palais du Peuple a constitué pour le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a axé essentiellement son discours sur le rôle de la Cour dans la répression des fautes de gestion. Les fautes de gestion les plus graves et les plus compromettantes pour les intérêts de la République sont commises par cette catégorie de citoyens. Ils se considèrent comme des intouchables, se comportant comme des électrons libres. Ces ordonnateurs ne sont pas justiciables de la Cour des comptes quant aux fautes de gestion qu'ils seraient amenés à commettre dans l'exercice de leurs fonctions d'ordonnateur. Décelant les fautes de gestion, le premier président de la Cour déplore le retard dans la transmission de certains rapports de la loi des finances votée et celle sur la reddition des comptes auprès de la Cour. Ces fautes et tant d'autres encore ont été érigées en mode de gestion. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu'ils sont immunisés contre toutes les fautes de gestion. En effet, chaque fois que la Cour des comptes, au cours de ses investigations, découvre des fautes de gestion dans les chefs des ordonnateurs politiques, elle le relève dans son rapport et en fait état aux organes délibérants dont il le relève, en application de l'article 32, alinéa 2 de sa loi organique. S'agissant du rapport annuel de la Cour, il met en évidence la gravité des fautes de gestion. Il contient des recommandations proposant certaines corrections, informe le public de la gestion des finances publiques. Enfin, une deuxième cérémonie a concerné la remise au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, aux deux présidents du Parlement et au Premier ministre du rapport annuel des activités de la Cour pour les exercices 2020-2021. Ce journal se poursuit, madame, monsieur. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a pris acte de la marche annoncée et programmée pour le samedi 11 mars par les opposants Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Augustin Matata Apogno. Le chef de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa a fait part de cette décision à travers sa correspondance du jeudi 9 mars, répondant à la lettre signée par les secrétaires généraux de parti de ces trois leaders politiques. Les détails dans ces commentaires, suivez. En prenant cette responsabilité, le chef de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, entend réagir selon les dispositions légales qui lui autorisent
aussi d'encadrer cette activité commune de 3 partis politiques importants de l'opposition, à savoir l'Amouka de Martin Fayulu Madidi, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe et Leadership et Gouvernance pour la démocratie d'Augustin Matata Pognon, qui vont partir en principe du rond-point Gaba le samedi 11 mars dans la matinée pour protester et condamner les crimes commis à l'est du pays ainsi que ce qu'ils considèrent comme la complaisance et passivité du gouvernement dans cette crise à la fois militaire, politique et humanitaire. Contrairement à la lettre signée par les secrétaires généraux des partis de ces 3 leaders politiques, le point de chute de cette marche serait le stade Cardinal Malula au croisement du boulevard Kassavubu et de l'avenue Kabamba. Or, en réaction, tout en prenant acte de cette requête, le gouverneur leur a demandé à considérer le stade Tata Raphaël comme point de chute de leur marche et ce, pour des raisons sécuritaires. À cet effet, Jotani Kobila a invité le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, ainsi que les bourgmestres des communes concernées de prendre toutes les dispositions sécuritaires habituelles qui s'imposent pour mieux canaliser les militants et éviter tout débordement. Et puis la 15e communauté baptiste du Congo, SEBCO, district ecclésiastique de Bondalungwa, au sein de l'église locale, a organisé un atelier de formation pour encourager le veuve à l'entrepreneuriat et à la connaissance de leurs droits. L'honorable Solange Masumbuko Nyenyezi, invitée, y a participé comme oratrice. Le lieu de la Lukunga a incité le veuve à l'autonomisation financière. Bijou Lumuna pour le commentaire. Promouvoir les droits et l'entrepreneuriat de veuves, tel est le thème de l'atelier des formations et d'échanges sur le droit de l'entrepreneuriat de veuves organisé par la 15e communauté baptiste du Congo, SEBCO, au sein de l'église locale de Bondalungwa. Après le culte d'ouverture, Monseigneur Nyamuke Idor a débuté son discours en parlant des défis de la justice sur le veuve en Afrique. Maître Mukuna a pour sa part évoqué les droits des veuves selon le code de la famille congolaise. Elle a fait référence à la loi et a expliqué en quoi consistent les différents régimes matrimoniaux méconnus de plusieurs femmes. Par ailleurs, l'honorable Solange Masumbuko Nyenyezi, élu de la Lukunga et partenaire traditionnel des femmes et veuves de la SEBCO, a quant à elle parlé de l'autonomisation économique et financière des veuves en mettant l'accent sur le développement et l'élévation des femmes. Elle a exhorté les femmes à ne pas être ignorantes ou esclaves, mais plutôt à accéder au financement en faisant des projets et en créant des entreprises, à l'exemple de programmes que son ONG, Action pour le développement et l'autonomisation de communautés, ADEAC, expérimente déjà avec succès. Tout de suite après les discours des orateurs, l'assistance a posé des questions relatives aux sujets évoqués. Rappelons que l'atelier a débuté le jeudi 9 mars et prendra fin le samedi 11 mars. Et pour finir, fini l'obscurité au quartier Kitoko dans la commune de Barumbu grâce au secours providentiel de la fondation Itoko qui a remis un câble électrique de 240 mètres le jeudi 9 mars 2023 aux habitants de ces quartiers. L'action a suscité un véritable enthousiasme sur les lieux. Un reportage de Muriel Monsa. La joie était visible le jeudi 9 mars 2023 au quartier Kitoko dans la commune de Barumbu après plusieurs années dans l'obscurité. Les habitants de ce coin de la ville ont bénéficié d'un don de câbles électriques d'une longueur de 240 mètres plus une enveloppe de 900 $ américains. Ceci pour la construction de poteaux. Cette action sociale est un geste de la fondation Bertin Itoko qui multiplie les assistances caritatives à l'instar de ce don au quartier Kitoko dans la commune de Barumbu. Bertin Itoko a profité de l'occasion pour exhorter la population au bon usage de ces câbles afin de soutenir la SNEL. Dieu nous a fait grâce, nous avons déjà envoyé le sac de ciment pour que la SNEL vous donne déjà le courant électrique. Mois de la femme oblige, le docteur Bertin Itoko a appelé la femme de Barumbu à l'autonomisation car pour le coordonnateur de la fondation, la femme doit être autonome. Sur ce, il a promis aux femmes du quartier Kitoko une enveloppe pour lancer leurs activités dans le jour à venir.
C'est par ici que se referme cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le facilitateur Uhuru Kenyatta est annoncé à Kinshasa ce vendredi 10 mars pour les consultations au sujet du processus de retrait du 1-23 dans les territoires occupés. Une forte délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en séjour dans notre pays pour en finir avec la question de groupes armés qui sèment la terreur et sont à l'origine de l'insécurité et le drame humanitaire à l'est de la RDC. L'exécutif provincial de la ville de Kinshasa a pris acte de la marche prévue par un collectif de leaders de l'opposition le samedi 11 mars prochain dans la capitale. L'itinéraire à suivre par les militants de Fayulu, Katumbi et Matata Pogno prévoit de partir du rond-point Ngaba au stade Tata Raphaël tel que recommandé par Jontini Ngobila. C'était le journal de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé demain avec Jocelyne Massiala. Bonsoir, chef.